nous allons continuer nos rappels de relativité restreinte en s'attaquant aux lois du mouvement. Nous allons procéder via le principe de la moindre action et étudier le mouvement d'une particule libre et d'une particule dans un champ électromagnétique. Donc, pourquoi le principe de moindre action? Parce que l'important ici est d'élaborer des lois du mouvement qui sont les mêmes dans tous les référentiels, c'est-à-dire qui respectent le principe de la relativité restreinte. La meilleure façon de le faire est toujours de passer par le principe de la moindre action en supposant que l'action est une quantité invariante. Si l'action est une quantité invariante, donc, et qu'elle est, disons, minimisée par une certaine condition dans un référentiel, elle sera minimisée par la même condition dans tous les référentiels, nécessairement, puisque c'est la même action dans tous les référentiels. Donc, c'est un principe de construction théorique très répandu que nous allons utiliser à profusion, c'est-à-dire de commencer par imaginer la forme de l'action en fonction des variables dynamiques à notre disposition, une forme de l'action qui est invariante, et ensuite, on peut donc la fixer modulo certains paramètres, peut-être dans certains cas limites identifier ces paramètres et ensuite développer les équations du mouvement à partir du principe de la moindre action. Donc, commençons par le cas d'une particule libre. Une particule libre, essentiellement en mécanique classique, est décrite par sa ligne d'univers, enfin son mouvement est une ligne d'univers, et la seule quantité invariante qu'on peut construire à partir de cette ligne d'univers, c'est le temps propre, c'est-à-dire entre deux points de sa trajectoire, c'est le temps propre qui s'écoule entre ces deux points-là. Donc, c'est cette quantité ici. L'intégrale du temps propre le long de la trajectoire de la particule. Donc, il est sous-entendu ici qu'on fait cette intégrale entre, disons, deux points de la ligne d'univers, A et B, le point initial, le point final. Il est sous-entendu aussi que dans le principe de la moindre action, ces deux points sont fixes, mais que la ligne d'univers entre ces deux points peut varier. Elle est sujette à une variation, et cette variation doit mener à doit être nulle dans le cas où la trajectoire suivie est la trajectoire physique. Donc, c'est ça le principe de la moindre action. Dans ce cas-ci, on a multiplié l'action par un coefficient. Le coefficient, c'est moins la masse de la particule. Et ceci est justifié a posteriori quand on retrouve le Lagrangien et qu'on fait le lien avec l'énergie cinétique non relativiste. Donc, si on continue notre raisonnement, on se souvient que la différentielle de temps propre est en fait donnée par dt divisé par gamma, donc cette quantité-là. Et donc, sous cette forme, on peut facilement identifier le Lagrangien, puisque par définition, l'action est l'intégrale sur le temps du Lagrangien. Donc, le Lagrangien est donc donné par cette expression ici. On voit que quand la vitesse est petite, alors souvenons-nous qu'on utilise un système d'unité dans lequel c est égal à 1, donc la vitesse n'a pas d'unité, elle peut être absolument petite, c'est-à-dire beaucoup plus petite que 1, la vitesse maximale étant égale à 1. Donc, quand la vitesse est petite, on peut faire un développement du binôme de la racine carrée qui est ici et trouver 1 moins 1/2 v carré. Ce qui donne un Lagrangien dans cette approximation, donc un Lagrangien non relativiste, qui est donné par ceci, moins m plus 1/2 mv carré. Et donc ça justifie le facteur de moins m qui est ici, puisque ça nous permet de retrouver dans la limite non relativiste l'énergie cinétique 1/2 mv carré. Quant à la constante qui s'ajoute ici, elle n'est d'aucune conséquence dans le Lagrangien, puisque le Lagrangien mène aux équations du mouvement via des dérivées, des équations de Lagrange, et que m disparaît à ce moment-là. La prochaine étape est de définir la quantité de mouvement, enfin je devrais dire le moment conjugué. Le moment conjugué à la position est défini par ça, c'est la dérivée du Lagrangien par rapport à la dérivée de la position, donc par rapport à la vitesse. Et si on part de cette expression et qu'on dérive par rapport à v, on trouve tout de suite cette expression-ci. Donc on retrouve la forme
connu de la quantité de mouvement d'une particule relativiste, soit masse fois vitesse divisé par 1 moins v carré. Donc, masse fois vitesse fois facteur également. La prochaine étape, si on tourne la manivelle de la mécanique classique, ce serait de calculer le Hamiltonien, H, qui par définition est la transformée de Legendre du Lagrangien, donc serait donné ici par P scalaire V moins le Lagrangien. Donc cette expression ici. Quand on simplifie, on trouve cette expression. En particulier, quand la vitesse est nulle, on trouve un Hamiltonien égal à la constante m, c'est-à-dire mc carré, puisque c est égal à 1. Donc, il y a une énergie d'une particule au repos. Quand on fait le développement, encore une fois, le développement du binôme de cette expression, quand v est très petit, on retrouve ici donc l'énergie de masse plus l'énergie cinétique. Cependant, si on veut, comme on devrait le faire, exprimer le Hamiltonien en fonction du moment conjugué, donc de P, il faut inverser cette relation et exprimer cette expression en fonction de P, ce qui peut se faire facilement, comme on le voit ici, si on se souvient de la définition de P, qui était juste ici, n'est-ce pas? Eh bien, P carré serait donné par mv carré divisé par 1 moins v carré, comme ceci. On peut dès lors essayer d'isoler V, donc c'est ce qu'on fait ici, on écrit ça comme ça, et ensuite on pourrait ici isoler V carré, ce qui nous permet d'écrire que P carré divisé par V carré est égal à P carré plus M carré. D'un autre côté, cette expression-ci nous permet d'écrire que M carré divisé par 1 moins V carré, donc je fais les divisions croisées, est égal aussi à P carré sur V carré, donc à P carré plus M carré. Et donc, en prenant la racine carrée de cette expression, on obtient le Hamiltonien qui est ici, c'est-à-dire la racine carrée de P carré plus M carré. Passons maintenant au cas d'une particule dans un potentiel électromagnétique, donc une particule qui n'est plus libre. Dans ce cas-ci, l'action doit être modifiée, on lui ajoute un terme qui correspond à l'interaction avec le champ électromagnétique, et on pourrait, disons, voir comme un postulat, si on veut, que cette interaction est définie via un champ qui existe à travers l'espace-temps, qu'on appelle A. C'est un quadrivecteur. Ce quadrivecteur A, dans sa forme contre-invariante, possède une composante temporelle qui est le potentiel électrique et une composante spatiale qui est le potentiel vecteur. Donc, on va démarrer avec ce postulat, si vous voulez. Dans sa version covariante, et bien sûr, le signe de la composante spatiale change si on se fie à la relation générale qui nous fait passer d'un indice contravariant à un indice covariant via le tenseur métrique. Donc, ce quadrivecteur nous permet de construire une action invariante en intégrant sa valeur le long de la ligne d'univers. C'est-à-dire que pour chaque déplacement, section infinitésimale de la ligne d'univers, on construit l'invariant suivant, AI dxi, donc qui est un invariant, encore une fois, parce que j'ai une contraction avec un indice covariant et le même indice contravariant ici. Donc, cet invariant, qui est une espèce de généralisation à l'espace-temps d'une intégrale de ligne, si on veut, cet invariant est multiplié par un facteur moins E, E étant la charge électrique de la particule, et ce facteur sera encore une fois justifié a posteriori par l'obtention des équations de mouvement. Donc, si on explicite les composantes spatiales et temporelles de ce produit-là, on retrouve effectivement ceci. Alors, attention, j'ai changé de signe en avant, j'ai mis la composante, la partie temporelle en deuxième, comme ceci. Je peux aussi tout exprimer en fonction d'une différentielle de temps, donc essentiellement par le fait que dr, dt
est égal à la vitesse, n'est-ce pas? Et donc, j'obtiens immédiatement le Lagrangien à partir de cette expression, le Lagrangien étant l'intégrant. Et donc, si je combine le Lagrangien d'une particule libre à celui d'une particule dans un champ électromagnétique, j'obtiens le Lagrangien total qui est ici, avec la nouvelle partie qui est celle-ci. Nous allons ensuite développer les équations de Lagrange dans ce cas. Donc, il faut appliquer les équations suivantes, qui sont les équations de Lagrange. On doit les appliquer à la somme de ces deux Lagrangiens. Le premier terme, qui correspond à une particule libre, mène à une dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement, ou du moment conjugué. Et ça, donc, par définition, ça, c'est la force. Donc, on a une expression pour la force ici, et les autres termes proviennent de l'application des équations de Lagrange à ces deux termes qui sont ici. Donc, premièrement, la dérivée par rapport à la vitesse de cette expression est simplement donnée par EA. Ensuite, on en prend la dérivée par rapport au temps, donc c'est ce terme-là. Et ensuite, il y a la dérivée par rapport à la position que l'on doit prendre avec un signe moins, ce qui donne à partir de ce terme-là le terme positif qui est ici. Et à partir de ce terme-ci, on doit prendre la dérivée ou le gradient de la composante A du potentiel vecteur, la multiplier par la même composante de la vitesse A et par moins E. Encore une fois, le moins vient du signe qui est ici. Alors attention, il y a une notation que j'introduis ici, qui est une notation indicielle, mais en 3 dimensions. Donc une notation indicielle, disons ordinaire. J'emploie les premières lettres de l'alphabet, A, B, C, ainsi de suite, pour les indices spatiaux seulement, donc des valeurs qui sont 1, 2 ou 3. Donc des indices qui valent 1, 2 ou 3. Et je ne fais pas de distinction ici entre composantes covariantes, contravariantes. Donc, il ne s'agit pas ici des composantes, disons, que l'on a vues précédemment, mais plutôt des composantes ordinaires. Donc, ça pourrait être toujours des composantes contravariantes, par exemple. Donc, même si les indices sont en bas, ce ne sont pas nécessairement des composantes covariantes au sens relativiste. Bon. Donc, je fais ça. Ça me mène donc à l'expression suivante de la force, où j'ai un signe par rapport à l'expression qui est ici. Donc, j'ai cette force totale. Et ce que je veux montrer ici, c'est que cette force est en fait la force de Lorentz que l'on connaît, la force électrique plus la force magnétique. Bon, pour démontrer cela, il faut premièrement réaliser que la vitesse, pardon, pas la vitesse, mais la dérivée par rapport au temps du potentiel vecteur que l'on voit ici, contient une contribution qui vient du changement dans le temps du potentiel vecteur lui-même à une position donnée et du changement de position de la particule qui va induire un changement dans le potentiel vecteur à sa position. Autrement dit, j'ai la dérivée par rapport au temps du potentiel vecteur plus la dérivée par rapport à la position donc du potentiel vecteur fois la dérivée par rapport au temps de la position de la particule. Parce que c'est le potentiel vecteur à la position de la particule qui est important. Alors, on voit déjà ici que j'ai fait une erreur de notation, c'est-à-dire que j'ai employé la notation pleinement relativiste, alors que je devrais m'en tenir simplement à une notation 3D ici, parce que je fais du 3D et non pas du 4D. Donc, je pourrais l'écrire comme ceci. OK? Donc, ceci dit, ça me permet d'écrire ce terme de dérivée comme ça ici. Donc, dans l'équation de la force, dans l'expression de la force, je vais regarder la composante A de la force. J'aurai le premier terme ici, qui apparaît ici, avec une dérivée par rapport à XA. J'aurai le deuxième terme, qui se développe en deux termes ici, dont le premier apparaît ici, et le deuxième peut s'écrire de cette manière. Alors, une fois
encore une fois, j'ai une espèce de convention de sommation sur les indices répétés ici. Et enfin, le dernier terme qui apparaît tel quel. Bon. Les deux derniers termes qui sont ici, donc que j'ai recopié ici, peuvent s'écrire comme un double produit vectoriel, c'est-à-dire comme la composante A du produit vectoriel de la vitesse par le rotationnel de A. Bon, pourquoi? Alors, on fait une petite parenthèse ici. Le produit vectoriel de deux vecteurs, quand j'en prends la composante A, je peux l'écrire de cette manière, à l'aide du symbole antisymétrique epsilon ABC, donc qui est défini, je vous le rappelle, de la manière suivante, epsilon 1, 2, 3, ainsi que les permutations cycliques des mêmes indices, est égal à 1. Et epsilon 2, 1, 3, ainsi que les autres permutations cycliques dans le même ordre est égal à moins 1. Autrement dit, si je fais une permutation paire des trois indices 1, 2, 3, j'obtiens 1. Si je fais une permutation impaire des trois indices, j'obtiens moins 1. Et dans tous les autres cas, donc quand 2 ou même 3 des indices sont identiques, le symbole est égal à 0. Donc, on appelle ça le symbole complètement antisymétrique ou encore le symbole de Levi-Civita. Donc, c'est une manière très pratique d'écrire le produit vectoriel. Si on fait un double produit vectoriel, alors on peut appliquer cette recette deux fois en prenant bien soin d'utiliser une nouvelle paire d'indices quand on veut effectuer une sommation. Donc, ne pas avoir le même indice qui apparaît 4 fois, ce serait une confusion des indices. Et on a à ce moment-là affaire à ce produit de symboles antisymétriques que je reproduis ici, dans lequel un des indices, l'indice C, est répété. Et pour que ce produit soit non nul, il faut absolument que les indices AB soient les mêmes que les indices DE, dans un ordre ou dans l'autre. Et donc, selon l'ordre, le signe va changer. Et donc, j'obtiens cette identité qui est très utile en général sur la contraction, le produit de deux tenseurs, pas deux tenseurs, mais de deux symboles antisymétriques avec un indice commun. Donc, quand on se sert de cette relation-là, dans ce produit, on obtient donc l'expression du double produit vectoriel que j'appelle communément BAC-CAB. Et si on l'applique à cette expression, on voit bien qu'on retrouve ceci. Donc, ça, c'est, et bien sûr, où le vecteur, ou le rôle du vecteur A ici est joué par la vitesse, le vecteur B, c'est le gradient, et le vecteur C, c'est le potentiel vecteur. Donc, tout ça pour dire que les deux derniers termes de cette force vont être le produit vectoriel de V par le rotationnel de A. Si je fais le ménage de tout cela, j'obtiens ceci ici. Donc, c'est ici qu'on fait la relation avec le champ électrique et le champ magnétique. Donc, on définit le champ électrique comme la dérivée ou l'opposé de la dérivée de phi, donc du gradient de phi, moins la dérivée de A par rapport au temps, donc ce qui nous donne le premier terme ici, et le champ magnétique comme étant le rotationnel de A, ce qui nous donne enfin l'expression de la force de Lorentz, qui est bien connue. Donc, on a dérivé, on a démontré la force de Lorentz à partir du principe de la moindre action et donc d'un principe très général qui fait intervenir la notion d'invariance de Lorentz. On pourrait continuer ici, par exemple, en définissant le moment conjugué, qui, encore une fois, contient deux termes, un qui provient de l'action de la particule libre, qui est le même qu'avant, et un qui provient dans le Lagrangien, souvenez-vous, il y a ce terme en A scalaire V, donc quand on dérive par rapport à la vitesse, on obtient E fois A. Donc, la chose importante ici, c'est que le moment conjugué n'est pas la même chose que la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est ça ici. Le hamiltonien serait toujours la transformée de Legendre du Lagrangien. Donc, on tourne une manivelle ici, on fait un calcul automatique. On trouve la même chose qu'avant, plus une contribution qui est essentiellement le potentiel électrique fois la charge, donc l'énergie électrique simplement, parce que le terme qui contient le potentiel vecteur s'annule entre V scalaire P, qui me donne E fois A scalaire V, et le Lagrangien qui contient le même terme. Quand on soustrait, ce terme-là disparaît. Donc, le hamiltonien, donc l'énergie totale, est simplement donné par
l'énergie cinétique habituelle plus l'énergie de masse et l'énergie électrique. On pourrait aussi définir la quantité de mouvement de cette manière. Souvent, on l'appelle pi. Et donc, la quantité de mouvement est donnée par P moins EA. Enfin, on devrait, pour suivre les règles, exprimer le hamiltonien en fonction de P. Donc, le hamiltonien s'exprime de cette manière en fonction de la quantité de mouvement pour ce qui est de l'énergie cinétique et l'énergie de masse, on l'a vu précédemment. Il y a l'énergie électrique. Et donc, pi est simplement donné, comme vous voyez, par P moins EA. Donc, on peut exprimer le tout comme ceci. Dans la limite non relativiste, donc quand la quantité de mouvement, pourrait-on dire, est petite par rapport à l'énergie de masse, cela revient à écrire cette expression. Et on peut aussi le voir en prenant un développement du binôme en fonction de la vitesse et en substituant les mêmes expressions en fonction de la vitesse. Pour terminer, on va obtenir la forme covariante des équations du mouvement. C'est-à-dire que ce qu'on a fait dans les deux dernières, peut-être 3 dernières diapos, c'est de faire un lien entre une action qui est explicitement relativiste, qui ne fait pas de distinction entre les composantes spatiales et temporelles, et ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'on a vraiment séparé le problème en parties spatiales et temporelles. Rien ne nous force à faire ça. On peut obtenir une équation importante directement dans la formulation relativiste. C'est ce qu'on aurait peut-être dû faire dès le début si on n'avait pas voulu faire le contact avec les lois déjà connues. Donc, on retourne à notre expression de l'action d'une particule dans un champ électromagnétique. Et on va l'écrire de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on sait, par définition, que le temps propre a cette expression. Donc, la différentielle de temps propre, c'est-à-dire, c'est la contraction de la différentielle de coordonnées contravariante avec la différentielle de coordonnées covariante, comme ceci. Encore une fois, pour insister, j'écrirai que d tau au carré est égal à g ij fois dxi dxj, ce qu'on peut également écrire comme étant dx en abaissant l'indice j, donc dxi dxi, comme ceci. Voilà. Donc, j'utilise un truc pour exprimer le plus possible le temps propre en fonction de la différentielle de coordonnées. Donc, maintenant, je veux exprimer ça comme une intégrale sur le temps propre, encore une fois. Donc, je divise par d tau au carré à l'intérieur de la racine carrée et je multiplie par d tau. Donc, je fais un tour de passe-passe ici, sachant que maintenant, le point, comme je l'ai dit tout à l'heure, le point va être utilisé pour désigner la dérivée par rapport au temps propre. Donc, j'ai ici rien d'autre que ce qu'on avait tout à l'heure appelé la quadrivitesse, qu'on a aussi appelé UI. Dans le deuxième terme, eh bien, le fait de diviser par des taux, de multiplier par des taux, me fait aussi apparaître la quadrivitesse ici. Donc, je continue et je procède à une variation de l'action. Variation de l'action voulant dire que je suppose ici que la ligne d'univers, où je peux utiliser le temps propre comme paramètre de la ligne d'univers, donc la ligne d'univers est modifiée en lui ajoutant une variation infinitésimale, comme ceci. Et je demande à ce que la variation correspondante de l'action soit nulle au premier ordre en delta x. Donc, je dois calculer cette variation. Alors, le premier terme dans cette action, c'est la racine carrée. Ici, je dois donc calculer l'effet de cette variation sur la racine carrée. Donc, la dérivée d'une racine carrée, bien sûr, c'est une racine carrée au dénominateur, fois une demi, fois la dérivée de l'argument de la racine carrée, qui serait ici 2 fois x point i fois la différentielle ou la variation, si vous voulez,
de xi, comme ceci. Donc, les facteurs 1/2 et 2 s'annulent mutuellement, et c'est pour ça que j'obtiens cette expression simple. L'autre terme, donc le terme qui est ici, va subir une variation en raison du fait que non seulement la quadrivitesse va changer, quand la ligne d'univers va changer, mais aussi la valeur du potentiel ici va changer parce que donc, le potentiel est évalué à la position de la particule. Donc, j'aurai une variation du quadripotentiel qui vient de la variation de la position de la particule. Donc, c'est pour ça que j'ai une dérivée du quadripotentiel multipliée par la variation de la coordonnée. Tout ça multiplié par ce qu'on avait déjà avant. Et j'aurai un autre terme qui provient de la variation même de la quadrivitesse, que j'écris comme delta x point. Bon. Alors, je simplifie, je passe à la ligne suivante. J'ai ici la racine carrée de la norme de la quadrivitesse. On a vu tout à l'heure que c'est précisément égal à 1. Donc, je laisse tomber. Donc, vous allez me dire pourquoi je ne l'ai pas laissé tomber avant. Alors, vous allez me dire, oui, c'est vrai, j'avais auparavant cette expression, n'est-ce pas? Et je sais très bien que cette racine carrée est égale à 1. Si je l'avais mise tout de suite égale à 1, je n'aurais pas pu calculer de variation. Donc, je calcule la variation d'abord, et ensuite, une fois que j'ai calculé la variation, je peux remplacer cette racine carrée par 1. Donc, j'obtiens le premier terme ici, j'obtiens le même deuxième terme, je ne l'ai que recopié à la différence près que j'ai échangé les indices, donc I et J, je les ai échangés dans le but de faire ressortir la variation delta x avec l'indice I. Ensuite, j'ai toujours le dernier terme. Alors, ce dernier terme, ici, je vais procéder à une intégration par partie. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, je vais le faire sur le premier terme et sur le dernier terme. Donc, faisons-le sur le premier terme. D'accord, c'est plus simple. Donc, j'ai cette expression ici à intégrer. Intégrer par partie veut dire que j'ai ici la formule générale. Hein, je vous rappelle tout simplement l'intégration par partie. Lorsqu'on a U dV, c'est comme si on avait la différentielle de UV moins V pour la différentielle de U, n'est-ce pas? Donc, c'est la formule habituelle. On peut ajouter des signes d'intégrale si on veut. Okay. Ce qui voudrait dire que, évidemment, cette quantité étant une différentielle exacte, serait simplement donnée par U fois V, qu'on peut évaluer aux bornes de l'intégrale si on désire. Donc, intégration par partie ici, j'ai ici dV qui devient simplement la différentielle ou la variation de xi, moins, et là donc je prends V qui est la variation de xi, et je prends la différentielle ou la dérivée de l'autre facteur. Donc le x point devient x double point en raison de cela. Okay. Donc, souvenons-nous que dans le principe de la moindre action, on suppose qu'aux bornes de l'intégrale qui définit l'action, la variation est nulle. Donc, cette variation ici est égale à 0 aux bornes de l'intégrale. Donc, ce terme disparaît. Ce terme disparaît. Et il reste le deuxième terme, dont le signe est différent maintenant, en raison de l'intégrale par partie. Donc, ce que j'avais ici se transforme en ceci, avec un signe différent. Bon. Je ne touche pas au deuxième terme. Et pour ce qui est du dernier terme, eh bien, je vais faire la même chose. Donc, je fais la même intégrale par partie. Je vais changer le signe et je vais devoir prendre la dérivée par rapport au temps propre de cette quantité qui est simplement donnée par la dérivée par rapport aux coordonnées fois la dérivée des coordonnées par rapport au temps propre. Donc, j'obtiens donc cette dernière expression. Je mets le tout ensemble maintenant. Donc, le premier terme et les deux derniers termes vont se combiner pour former cette expression parce que j'ai introduit cette quantité nouvelle que j'appelle le tenseur de Faraday, qui est
donc essentiellement une dérivée antisymétrique du potentiel ou du quadripotentiel électromagnétique. Donc, la variation de l'action est donnée par ça maintenant. L'avantage de cette forme, c'est qu'on y retrouve la variation de xi partout, et que par conséquent, pour que cette variation soit nulle au premier ordre en delta xi, il faut que l'intégrand soit nul. C'est-à-dire qu'il faut que cette expression soit vraie. C'est-à-dire qu'il faut que cette équation soit respectée. C'est l'équation du mouvement. Au fond, c'est F égale ma. Et on a d'un côté une espèce de ce qu'on pourrait appeler la quadri-accélération fois la masse, et ici, ce qui serait l'équivalent d'une quadri-force électromagnétique, où Fij est donné par cette expression. Si on développe en fonction des composantes explicites des champs électriques et magnétiques, le tenseur de Faraday est donné par cette expression-ci. On pourrait aussi exprimer la même chose en fonction de la quadrivitesse, si on voulait. Donc, on aurait ici la dérivée de la quadrivitesse U par rapport au temps propre, c'est la quadri-accélération, si vous voulez, qui serait donnée par E sur M fois cette quantité. J'ai ici, pour passer de là à là, j'ai élevé l'indice I, qui était un indice covariant ici, qui est devenu un indice contravariant. Donc, j'ai comme multiplié par le tenseur métrique pour ce faire, ou si on veut, on peut élever l'indice des deux côtés de l'équation, ça revient au même. Et donc, c'est pour ça que j'ai ici employé le tenseur de Faraday mixte, qui est partiellement contravariant et partiellement covariant, et dont les composantes sont données par ça ici. Voilà. Donc, on pourrait facilement, et c'est un exercice qu'on peut faire, obtenir ou résoudre ces équations dans le cas d'un champ électromagnétique constant. Ça peut être un champ électrique constant, uniforme, un champ magnétique constant et uniforme, ou une combinaison des deux. En autant que cette matrice soit constante et uniforme, cette équation est très simple à résoudre. C'est une équation différentielle linéaire du premier ordre, dont les solutions vont être simples en fonction du temps propre. On va terminer avec les lois de transformation des champs électromagnétiques, parce qu'on a eu l'occasion de définir ce tenseur de Faraday, qui est un exemple typique de tenseur de rang 2. Ce tenseur donc, va se transformer lors d'une transformation de Lorentz, comme tous les tenseurs, de la manière suivante. Donc là, ici, j'ai posé la forme contravariante du tenseur électromagnétique. Donc, dans le nouveau référentiel S', le tenseur est donné par cette expression où les matrices lambda sont les matrices de la transformation de Lorentz. Qu'est-ce que ça donne précisément? Eh bien, cette expression, alors attention, le tenseur contravariant ici est différent du tenseur covariant parce que je dois élever les deux indices qui sont covariants. Ce faisant, pour des indices qui sont purement spatiaux, ça ne change rien. Pour les indices qui sont purement temporels, bien évidemment, il est zéro de toute manière, mais pour les composantes qui sont partiellement temporelles et partiellement spatiales, donc les composantes qui impliquent le champ électrique, ça va signifier un changement de signe. D'accord? Donc, c'est pour ça que je l'écris ici de cette manière, parce que ça, c'est la version contravariante du tenseur électromagnétique de Faraday. Et donc, cette expression-ci, si on la suit correctement, on se rend compte que donc j'ai le premier indice I qui est ici, donc c'est comme si j'avais la matrice lambda, qui multiplie ensuite, parce que l'indice K est répété, qui multiplie la matrice F, et le dernier indice L ici aussi est répété, et ce serait interprété comme étant une multiplication par la matrice transposée, lambda transposée, comme ceci. Donc je pourrais écrire sous forme matricielle cette relation de la manière suivante. C'est ce que je fais ici. D'accord. Alors, si on suppose que la transformation de Lorentz se fait dans la direction x,
avec une vitesse V. Je vais dire ici une vitesse V minuscule, et qu'on adopte donc pour la forme de lambda ce qu'on avait auparavant. Alors je me permets de reculer et de vous rappeler ce que je veux dire par cette forme, précisément ceci. Donc si on adopte cette forme avec un V minuscule, et qu'on retourne à cette expression et qu'on fait le travail laborieux de multiplier de tous les côtés correctement ces matrices, on obtient les règles de transformation suivantes. Entre les nouvelles composantes et les anciennes composantes, en fait les composantes dans le nouveau référentiel, S', par rapport aux composantes dans l'ancien référentiel. On pourrait aussi exprimer ces transformations de manière vectorielle de la manière suivante. Autrement dit, la nouvelle composante du champ, le nouveau champ électrique qui est perpendiculaire à la direction de la vitesse relative des deux référentiels se transforme comme ceci en fonction des composantes perpendiculaires de E et de B. De même pour les composantes perpendiculaires de B. Okay, donc les composantes de E et de B qui sont perpendiculaires à la direction relative des deux référentiels se transforment de cette manière. Alors que les composantes parallèles ne changent pas. C'est très simple. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Merci de votre attention.